Alors bonjour, je vais évoquer aujourd'hui un sujet que je trouve assez important, qui concerne les différents états physiologiques et émotionnels que la femme traverse à certaines étapes de sa vie, à savoir les périodes, l'arrivée des règles, donc le syndrome prémenstruel, les moments ou le moment quand la femme tombe enceinte et la dernière phase qui est la phase de la ménopause. Donc pour chacune de ces phases, il y a un changement hormonal. Et moi, je voudrais l'aborder sur le plan des émotions, car il s'avère que certaines femmes sont beaucoup plus affectées par ces syndromes, que ce soit prémenstruels ou les émotions durant la grossesse ou au moment de la ménopause, que d'autres. Alors là, je vous partage ici, c'est mes réflexions personnelles. Ce ne sont pas des réflexions, ce ne sont pas des analyses scientifiques qui ne sont pas non plus validées par le monde médical, hein. C'est basé sur mes observations personnelles et les conclusions que j'en ai tirées et les résultats aussi qui s'en sont suivis vis-à-vis de mes clientes lorsque elles ont du mal à gérer leurs émotions à différents moments de leur vie. Voilà. Et donc, on va commencer par le syndrome prémenstruel. Alors, ce syndrome-là, bien sûr, hein, est un état émotionnel aussi physique, hein. Il y a des moments où c'est très douloureux, très fatigué, la personne est très fatiguée, environ quelques jours, voire une semaine avant les règles. Et donc, ça se manifeste de différentes manières. Et dans l'aspect psychologique, il peut y avoir beaucoup de sauts d'humeur, de la tristesse, un manque d'énergie, des irritabilité, impatience, etc. Et la personne se trouve à fleur de peau, tendue, avec toutes sortes de manifestations et physiques et émotionnelles. Alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi certaines femmes vivent vraiment les jours qui précèdent leurs règles ou le premier jour de leurs règles de manière extrêmement compliquée et d'autres pas du tout. Le dénominateur commun que j'ai observé, c'est le refoulement émotionnel. Alors, ça veut dire quoi, refoulement émotionnel? Ça veut dire que, pour vous citer un exemple, que pendant 21 jours à peu près, la femme va être tout le temps joyeuse, efficace, donc va manifester des traits de caractère positifs, dits positifs. À aucun moment, elle va prendre en compte ses mouvements d'humeur. Par définition, la femme est très sensible à son environnement, très sensible aux énergies et aux espaces dans lesquels elle évolue, et donc elle va elle-même fluctuer dans ses humeurs. Il y a des femmes qui sont dans le contrôle, dans un contrôle très important et qui, elles, vont garder la tête froide, on va dire. Soit parce que leur travail le leur demande, soit parce que, dans leur enfance, on les a élevées à être, stables et ne jamais manifester de mauvaise humeur, de tristesse, de fatigue. Et donc il y a un impératif, familial dans l'éducation qui dit: «Bah, écoute, tu dois être au taquet, tu dois être parfaite, tu dois être une femme, qui tient la route, tu dois être efficace pour qu'on t'aime, pour qu'on te valorise, pour qu'on te reconnaisse». Donc derrière, il y a différents éléments de cet ordre-là. Alors évidemment, dans cette vidéo, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Mais la question que vous pouvez vous poser, si vous faites partie de ces femmes qui, ont du mal à enfin, qui souffrent de syndrome prémenstruel et qui du coup, sont pendant 21 jours, au taquet, positives, joyeuses, stables émotionnellement et qui, à l'opposé, deviennent irritables, fatiguées, tristes, sans savoir pourquoi. Il me faut déjà expliquer ce qui se passe dans le refoulement émotionnel. Le refoulement émotionnel, c'est un peu l'image de, vous avez de la poussière et vous la mettez sous le tapis, vous la mettez sous le lit.
Et si, par exemple, il y a trop de poussière sous le lit, au bout d'un moment, le moindre petit courant d'air, le moindre petit truc, la poussière va commencer à sortir et là, vous allez voir qu'il y a des moutons un peu partout, sous les meubles, sous le lit, et cetera, qui vont arriver dans la pièce et vous dire: «Mais comment ça se fait qu'il y a tous ces moutons, que ce soit aussi sale chez moi?» En fait, parce que ça n'a pas été traité au fur et à mesure. Et donc, si je refoule tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes de ma vie, pendant 21 jours, des états émotionnels, quelqu'un me parle mal, ça m'affecte. Alors ça va pas forcément m'affecter au point de m'effondrer, de pleurer pendant 3 jours, mais ça m'affecte et je reconnais que je suis affectée. À ce moment-là, je vais traiter mon émotion. Je vais verser une petite larme ou je vais, être en colère, donc je vais exprimer ma colère. Je vais respirer pour libérer cette colère que je valide dans l'instant. Quelqu'un m'a mal parlé, même si intellectuellement je sais que c'est pas à moi qu'il a parlé, c'était que lui ou elle était de mauvaise humeur et qu'il m'a agressée, mais c'est pas à moi que ça s'applique. N'empêche que j'ai quand même reçu la décharge émotionnelle. J'ai quand même reçu, des phrases difficiles à entendre et c'est normal d'en être affecté. Simplement, on n'est pas obligé d'être affecté au point de s'effondrer, on peut juste le prendre en compte. Et comment on va faire pour le prendre en compte? Alors il est vrai que, bon moi je travaille avec les méthodes PIT, donc c'est un des outils, que je trouve très utile pour libérer une émotion qui est, présente en moi. Mais avant de savoir quelle est l'émotion qui est présente en moi, il faut déjà se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des événements, petits, moyens ou grands, que j'ai traversés qui m'ont affecté?» Alors il y a cet exercice très, enfin que l'on préconise assez fréquemment, c'est tous les soirs de faire le bilan de sa journée. Et moi je vous le dis, quand vous vous asseyez le soir en vous disant: «Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui?» les premières choses qui apparaissent à votre conscience, c'est les moments difficiles. Même si ce sont des petits moments et que vous pouvez rationaliser en disant: «Ouais, mais c'est pas grave». En fait, les premiers moments qui apparaissent dans votre mémoire, qui surgissent, sont des moments qui vous ont impacté. En général, dans une semaine, il y a un certain nombre de petits moments qui nous impactent. Si à chaque fois vous ne les prenez pas en compte, vous les refoulez, vous les mettez sous le tapis, vous les mettez sous le lit, arrivé le 21e jour du mois, avec le changement hormonal, là, vous ne perdez le contrôle. Et parce que vous perdez le contrôle mental, du coup, vous basculez dans, votre espace émotionnel et là, votre espace émotionnel, il est plutôt encombré. Et là, on a toutes les émotions qui ressurgissent, qui n'ont pas été traitées. Donc j'invite, chaque femme qui est sujette au syndrome prémenstruel à se poser la question: «Quelles sont les émotions, quels sont les événements que j'ai vécus dans ma journée et dans ma semaine qui m'ont impactée, qui m'ont dérangée, qui m'ont même fait peur?» Et si j'ai eu peur, je ne veux pas les regarder en face. Si j'ai peur d'être licenciée parce qu'il y a un plan de licenciement en cours dans l'entreprise ou si j'ai peur que mon conjoint, ma conjointe me quitte, à ce moment-là, je vais refouler cette émotion parce qu'elle me fait peur. Donc il y a toutes les émotions qui nous font peur et je reprends l'adage que j'utilise très souvent et dont je parle quasiment dans toutes les vidéos, c'est, «Ce à quoi je résiste persiste». Ça veut dire que si je mets mes émotions sous le tapis, au lieu de disparaître, elles persistent, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas traversées puis éliminées et ce à quoi je fais face s'efface. Cet adage veut dire que je fais face à l'émotion, j'ai peur. Si ça advenait, qu'est-ce qui se passerait? Je respire, je ressens l'émotion et mon cerveau, cortex conscient, peut enfin trouver une solution. C'est-à-dire, je me pose la question: «Si ça advient, qu'est-ce qui se passe?» et là, je trouve une solution. Peut-être pas du jour au lendemain en fonction de l'ampleur de la situation. Si par exemple, il y a des plans de licenciement, je me dis: «Je vais perdre mon travail, je vais perdre mon travail» et donc j'ai très peur. Ça va demander petit à petit de faire face progressivement et d'envisager une solution, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais ensuite? Mais dans tous les cas de figure,
un ami, une amie, m'a mal parlé ou a dit des choses négatives sur moi et ça m'affecte au niveau de mon cœur, au niveau de mon émotionnel, de ma sensibilité, ne serait-ce que de simplement reconnaître que je suis triste, que je suis déçue, que je me sens trahie. À ce moment-là, la personne, à ce moment-là, mon sentiment est validé et quand mon sentiment est validé, il y a un apaisement, même s'il y a pas forcément, de solution. Si quelqu'un a dit quelque chose de négatif sur moi, c'est un fait, mais au moins moi je libère ma tristesse du moment et j'arriverai, au moment du moment de mes règles, à ce moment-là, beaucoup moins chargée émotionnellement. Et quand le couvercle est retiré, le couvercle du contrôle est retiré, à ce moment-là, je suis beaucoup plus, capable de gérer les autres émotions qui ont été refoulées, mais il y en a beaucoup moins. Donc, dites-moi dans la vidéo si cela vous parle, hein, si cela vous aide et de toute façon, n'hésitez pas à en parler et à réfléchir sur ça et voir qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour améliorer la situation. Alors, le 2e point maintenant, c'est l'effet des hormones sur la femme enceinte. Alors bon, ça c'est un fait. Les hormones, vont engendrer une fluctuation de l'humeur chez la femme enceinte et donc elle peut passer, de l'angoisse à la sérénité, de la peur à la confiance. Quand il s'agit, d'être enceinte, d'attendre un enfant, il faut savoir que nous revivons durant les 9 mois des événements liés à la période où nous étions nous-mêmes fœtus et les émotions que notre mère vivait quand elle nous attendait. Là, c'est un effet miroir. Je suis dans la même position que ma mère. J'ai reçu de ma mère tout l'inconscient, tout ce qu'elle portait en elle pendant qu'elle m'attendait, toute son histoire, toutes ses blessures. Et maintenant que c'est à mon tour d'attendre un enfant, je me retrouve dans la même position que ma mère et je suis en train de revivre à la fois ce que ma mère vivait, mais à la fois ce que moi-même j'ai vécu en tant que fœtus. Il est très important de prendre en compte toutes les émotions que une femme enceinte en ressent et de les travailler et de les libérer. Souvent, il est dit: «Oui, c'est important de prendre soin de soi pour que le fœtus se sente bien» et cetera. Si vous libérez des émotions de tristesse, de colère, de peur, vous les libérez, ça veut dire que vous les prenez en compte, que vous y faites face, que peut-être vous tapez dans un coussin si c'est, la colère, que peut-être vous pleurez, toutes les larmes de votre corps pour X, Y raison. Libérer vos émotions va libérer en même temps le bébé que vous attendez. Ça veut dire que lui ne va pas prendre ces émotions puisque vous êtes en train de les libérer, elles ne vont pas se déverser sur lui, en lui, à l'intérieur de lui. Ce sont vos émotions refoulées qui vont être engrammées par le fœtus. Parce que le fœtus ressent toutes ces émotions, elles ne se libèrent pas, elles sont là en permanence et donc il les prend. Si vous les libérez, il ne les prend plus, il n'a plus à les prendre puisqu'elles sont parties. L'avantage, si je peux dire, de l'état être enceinte, fait qu'au niveau du mental, au niveau du contrôle mental, vous en avez beaucoup moins. La femme enceinte en a beaucoup moins et donc elle n'est plus capable de se contrôler comme avant. Donc moi, j'invite, les femmes enceintes qui ont beaucoup, beaucoup d'émotions, de voir un thérapeute en libération émotionnelle parce que ça va les aider à libérer tout ce qui est contenu en elles, tout ce qu'elles ont pu vivre en tant que fœtus elles-mêmes ou bébés, tout ce que leur mère a pu vivre qui était engrammé en elles pour justement, libérer tous ces espaces. La grossesse est une période de grande transformation, bien sûr à la fois physique mais également, elle engendre de grands changements dans la vie, d'une femme et d'une famille et d'un couple, hein et donc les émotions sont peuvent être très variées et du coup contradictoires et c'est ça qui est très difficile. C'est qu'un jour, on peut être très joyeux d'attendre un enfant et le lendemain, on peut, ne pas le désirer.
C'est OK de ne pas désirer d'avoir le bébé quand on est enceinte, c'est OK de traverser des doutes, c'est OK de traverser des peurs. Simplement, il faut les prendre en compte. Il faut prendre en compte toutes les émotions contradictoires qui nous assaillent. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a plus le contrôle du mental, étant donné que le côté cortex, cerveau cortex est moins actif. Et donc c'est un moment, heu, une occasion pour accueillir toutes ces émotions et les vivre sans les juger. Et si c'est trop difficile pour vous, à ce moment-là, n'hésitez pas à consulter un thérapeute en libération émotionnelle pour vous aider à, heu, vous exprimer librement, sans jugement et libérer tout ce qui vous encombre. Encore une fois, plus les émotions ont été refoulées, plus fortes sont les émotions lorsqu'il y a un changement hormonal. Donc ça s'applique également durant cette période très importante. Et puis là maintenant, je vais vous parler de la troisième grande phase, pour la femme qui est donc la ménopause. À nouveau baisse du taux d'oestrogène, hein, qui engendre des changements d'humeur. Alors là, je dirais que quand la ménopause est difficile à vivre, il y a les bouffées de chaleur, mais il y a aussi beaucoup, d'humeurs, variées, de manière importante, grandes sautes d'humeur, hein. Là, ce qui est touché au niveau émotionnel, c'est, quelque chose d'assez archaïque. C'est-à-dire qu'une femme, est là pour procréer et à ce moment-là, au moment de la ménopause, donc la procréation se termine. Dans beaucoup de cultures, pendant très longtemps, c'est bien sûr le rôle de la femme de procréer. À partir du moment où la femme, ne peut plus procréer, certaines femmes j'ai entendu des femmes dire: «Je ne suis plus une femme». Comme si c'est quelque chose de très archaïque, comme si, ma vie se réduisait à procréer, avoir des enfants. Alors bien sûr, dans nos sociétés modernes, ça paraît complètement aberrant, mais pourtant d'un point de vue primitif, d'un point de vue archaïque, dans le cerveau primaire, hein, primitif, il y a cette notion. Je ne sers plus à rien, je suis vieille, puisque je ne peux plus avoir d'enfants. En plus, ce qui se passe, c'est que souvent, bon, bah, la ménopause arrivant, vers l'âge d'une cinquantaine d'années, enfin dans la cinquantaine, des fois un peu avant, les enfants sont grands, ils vont bientôt partir ou quitter le nid ou ils ont déjà quitté le nid. Le couple, a passé beaucoup de temps au niveau de la famille, mais le couple ne s'est pas construit à 2. C'est-à-dire que les 2 travaillent, les 2 s'occupent des enfants, payer les charges et cetera, courir un peu partout et quand ils se retrouvent tous les 2 avec un projet, futur de retraite, ils ne se reconnaissent plus. En fait, ils ne savent plus très bien avec qui ils vivent et donc là, il y a aussi crise du couple. Donc on se retrouve dans un espace, au niveau de vie où à la fois le couple et à la fois la famille changent, se transforment. Quand les enfants se marient et que donc, la femme, ménopausée a des petits-enfants, elle peut retrouver la notion de famille et du coup, elle continue de cette façon-là. Mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, elle peut vivre une grande crise. Il y a aussi, physiologiquement parlant, un vieillissement de la peau, de l'énergie, moins d'énergie et différentes choses. Certaines femmes vont vivre, la ménopause de manière assez fluide et plutôt se sentir libérées puisqu'il n'y a plus ce cycle de règles régulier, avec un peu de fatigue peut-être parce qu'il y a un changement hormonal et donc le corps est un peu fatigué, mais ça ne va pas être quelque chose de douloureux, de difficile. Par contre, quand à cela s'ajoutent des croyances erronées. Donc la croyance, c'est: «Je ne suis plus une femme, je suis vieille, je ne suis plus désirable», car même il y a aussi une perte de libido, en tous les cas durant la phase de ménopause, il peut y avoir une perte de libido qui ensuite se rééquilibre, avec une sexualité différente, plus mature, moins, pulsionnelle et hormonale. Mais tout ça, c'est des ajustements, c'est des transformations et cette période-là peut être assez, angoissante, surtout si en plus, au niveau du couple, il pourrait y avoir divorce.
Hem, donc voilà, dans ce cas-là, il est bon de s'interroger, par rapport à quelle est la phase de ma vie en ce moment, dans quelle phase je suis dans ma vie en ce moment et heu, qu'est-ce qui est en train de changer? Et je voudrais ajouter qu'au sujet de la ménopause, il y a également le fait que, les cycles hormonaux autour de la procréation, comme Jung a pu l'évoquer, la libido, c'est aussi la créativité. Donc à partir du moment où du point de vue biologique, je ne suis plus capable de procréer puisque maintenant c'est fini, ce cycle se termine, quelle créativité, je peux mettre en place dans ma vie? Comment je peux être créative? Pour continuer à, alimenter ma libido, mais libido créatrice, puisque la libido est une énergie créatrice qui n'est pas que centrée sur la sexualité, peut-être peut-être, centrée sur la création. La création est une énergie de vie. On procrée, donc on met au monde un enfant, mais on peut comme on dit, c'est mon bébé, on parle de son tableau, de sa sculpture, de sa création et on dit: «C'est mon bébé, j'ai eu du mal à le vendre parce que c'est quand même mon bébé», donc on voit bien que la création et la procréation sont intimement liées. Donc est-ce que je peux continuer à créer ou est-ce que je peux être encore créative? Ah, donc ce sont des questions à se poser, pour, se préparer à la ménopause. Regardez, se préparer déjà aux enfants qui vont quitter le nid. Ça, c'est un fait, tôt ou tard, et ne pas s'accrocher à nos enfants pour les empêcher de partir. Cultiver mon couple, c'est-à-dire m'octroyer des week-ends à 2 ou des soirées à 2 pour que je fasse des mises à jour avec mon couple, voir un peu qui est mon conjoint, qui est-il? Où est-ce qu'il évolue? Comment ça se passe pour, ouvrir le dialogue avec mon conjoint pour ne pas, me retrouver, déboussolée 20 ans plus tard, une fois que les enfants sont partis. C'est quelque chose qui se prépare. Si ça n'a pas été préparé et si vous êtes en préménopause, je vous invite à vraiment vous poser toutes ces questions pour, pour poser les choses. Il y a toujours et encore ce petit exercice qui est très, très simple, c'est vraiment tous les jours ou toutes les semaines, je me pose. Je me pose une petite heure et je fais le point sur ma journée, sur ma semaine. Qu'est-ce que j'ai ressenti? De quoi j'ai peur? Est-ce que quelque chose m'a mis en colère? Est-ce que quelque chose m'a blessé quelqu'un ou quelque chose m'a blessé? Est-ce que je suis triste par rapport à quelque chose? Et que je valide simplement le sentiment que je ressens. Que je ne l'efface pas en disant: «Mais non, c'est pas grave». Je le valide. OK, je me sens triste, mes parents sont vieillissants, peut-être que ma mère va avoir je sens que ma mère est vieillissante et peut-être qu'elle va bientôt mourir. C'est un fait, c'est dans l'ordre des choses, mais peut-être j'ai une peur et une tristesse autour de ça. Auquel cas, je la valide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ces sujets, vous ont aidé à clarifier, voir, les choses sous un autre angle, qui, il me semble, n'est pas très souvent évoqué. En tous les cas, j'ai très peu lu là-dessus, ce sont mes conclusions et mes observations et si, le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo et faire en sorte qu'elle se diffuse le plus possible. À bientôt.